Salut à toutes et à tous et bienvenue donc pour le débriefing de ce Grand Prix de Belgique, 11e manche de la saison, donc le championnat du monde de Formule 1. Certainement le plus beau Grand Prix de la saison, Grand Prix très ancien puisqu'il est au calendrier depuis le début, depuis les années 50, donc un monument de la Formule 1. Alors bien écoutez, équipe par équipe, on commence donc comme d'habitude par la Marussia. Alors la Marussia donc a eu l'exploit, pendant les qualifications certes perturbées par la pluie, de mettre ses deux pilotes en Q2. Effectivement, Bianchi et Chilton partaient de la 8ème ligne, Bianchi 15ème, Chilton 16ème, Chilton qui ne conseille d'ailleurs quasiment que 2 dixièmes de seconde sur son coéquipier en qualification. Donc très bel exploit des deux pilotes Marussia. Après par contre en course, pas de miracle, puisque Bianchi termine 18ème et avant-dernier, et Chilton termine 19ème et dernier, à 36 secondes derrière son coéquipier, mais il a écopé, je crois, d'un drive-through dans la course, il a écopé un drive-through, ce qui fait qu'il se termine qu'à 36 secondes. Les deux voitures sont à l'arrivée, Bianchi remporte comme d'habitude son duel face à Chilton, 1-0, et 9-2 pour Bianchi sur l'ensemble de la saison. Pour Caterham, alors Caterham, c'est pareil, Van der Garde, deuxième fois que Van der Garde atteint la Q2 quand même, puisqu'il part en 14e position. Et contrairement au Marussia, par contre, Pic lui ne passe pas la Q1, il part dernier sur la grille au départ, Charles Pic. Donc Van der Garde marque des très gros points par rapport à lui en qualification. Et en course également, puisque Charles Pic abandonne très tôt dans la course. Il était dernier de toute façon, 22e, donc pas grand chose à espérer pour Charles. Par contre, Van der Garde lui termine 16e, après avoir fait un début de course plutôt solide. Après, très rapidement, il était avec les deux Marussia, mais très loin devant quand même, 45 secondes devant à la fin de la course, 46. Et simplement, Van der Garde termine devant la Williams Maldonado qui a écopé d'un stop and go, pardon. Et du coup, il termine pas juste devant les deux Marussia, il termine même devant la Williams de Maldonado. Moi, je pense que Van der Garde a fait une très belle course, très belle qualification surtout. Il remporte son duel face à Pic pour la troisième fois de la saison. Enfin, pour la deuxième fois, pardon. Ça fait 9-3 pour Charles Pic sur l'ensemble de la saison. Mais Van der Garde, là, a prouvé, ainsi qu'en Hongrie, qu'il était capable de faire jeu égal, voire mieux que son coéquipier. Toro Rosso, maintenant. Alors, Ricciardo, donc, et Vergne. Alors, Ricciardo qui est très fortement pressenti pour remplacer Weber. Et je pense que c'est un secret pour personne. Il va remplacer Weber l'année prochaine. C'est quasiment sûr. C'est sûr à 98%, on va dire. Et grosse déception en qualification, puisque les deux Toro Rosso donc, sont piégés en Q1. Vergne devant Ricciardo, 18ème, donc 19ème, pour 17 millième. Donc c'est vraiment du kiff-kiff. Et par contre en course, donc Vergne, les deux Toro Rosso ont fait une course très solide. Vergne aurait pu espérer marquer les points, il l'espérait, mais il termine que 12ème. Tandis que Ricciardo, lui par contre, fait une très belle fin de course, et a réussi à arracher le point à Pérez, donc de la 10ème place, et termine 13 secondes devant son coéquipier. Ricciardo remporte donc le duel, 1-0 pour Ricciardo, et sur l'ensemble de la saison, ça fait 7-5. Williams. Alors les Williams, les deux Williams sont en Q1, donc Maldonado 17ème, Bottas 20ème, il y a 3 dixièmes, enfin 360 millièmes d'écart précisément entre les deux. Et en course, du coup, Bottas termine devant Maldonado, mais bien sûr par un fait de course, puisque Maldonado a fait un stop and go. Et du coup, Bottas remporte son duel, termine d'abord 46 secondes devant Maldonado, et remporte son duel face à son coéquipier vénézuélien, 1-0 sur ce Grand Prix. Et sur l'ensemble de la saison, c'est une égalité parfaite, 6 partout pour les deux pilotes. Chez Force India, alors Force India, donc Di Resta, magnifique qualification en 5ème position, quand Sutil est en Q2 et termine 12ème, donc on avait des bons espoirs pour Di Resta, si vous avez suivi mes paris sur ce Grand Prix, qu'il soit dans le top 10. Malheureusement, donc il a pris un très mauvais départ. Il s'est retrouvé dans le trafic, s'est même fait dépasser par son coéquipier Sutil. Et il y avait une bataille entre Maldonado, Gutiérrez, Sutil et Di Resta. Et Di Resta était une des victimes malheureusement de la touchette l'aileron avant de Maldonado. Et du coup, il abandonne, il était 12ème. Donc malheureusement pour mon pari sur Di Resta dans le top 10, c'est loupé. Et Sutil termine sagement la course en 9ème position, après avoir fait une belle fin de course également quant à lui. Sutil remporte son duel face à Di Resta, ça fait 7-5 pour Di Resta sur l'ensemble de la saison. Chez Sauber, alors Gutiérrez ne passe pas la Q1, il est avant-dernier sur la grille, et Hülkenberg lui est en Q2 en 11ème position, donc un peu comme d'habitude.
Les deux Sauber terminent en rang, puisque Hülkenberg termine 13e et Gutiérrez 14e. Petite grosse déception d'ailleurs même pour Hülkenberg, puisque il s'était très bien élancé, il était dans le top 10 pendant un petit moment, et malheureusement sur la suite de la course, la Sauber ne tient pas le rythme de ses rivales, et 13-14e, pour l'instant c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour cette équipe suisse. Gutiérrez termine 14e, non sans avoir animé de manière un petit peu spéciale la course. Il a trop résisté, il a tassé, il a fait des manœuvres, on va dire, un petit peu limite. Et du coup, il y a 12 secondes d'écart sur son coéquipier Hülkenberg. Donc, il termine pas si loin que ça, mais quand même. Mercedes maintenant. Alors, Mercedes, c'est une équipe qu'on attendait énormément, bien sûr. On attendait notamment une pole position, évidemment, des Mercedes, parce que c'est le seul objectif qu'elles peuvent réaliser vraisemblablement. Hamilton est en pole, quand Rosberg 4ème à 1 seconde 239 de son coéquipier en qualification sur un tour. C'est juste énorme, c'est trop. Rosberg a déçu. Et par contre en course, Hamilton termine sur le podium en 3ème position, et Rosberg termine 4ème. Alors Hamilton, s'est rapidement fait dépasser par Vettel dès le premier tour, voilà. Et après, ce qu'il savait pas, c'est qu'il allait également se battre contre Alonso, qu'il a dépassé. Termine donc 3ème, Rosberg 4ème. Il n'y a que 2 secondes 138 d'écart entre les deux. Rosberg aurait pu éventuellement monter sur le podium, peut-être avec plus de tours, mais c'est comme ça. Hamilton remporte son duel face à Rosberg, 1-0, et sur l'ensemble de la saison, ça fait 9-4 pour le Britannique. Chez Lotus, alors Lotus est certainement l'équipe qui nous a le plus déçus, bien sûr, après les performances de l'Allemagne et de la Hongrie. On attendait mieux. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, les deux pilotes sont en Q3, ça me paraît normal. En 4ème ligne, Grosjean 7ème, Raikkonen 8ème. Il y a 3 dixièmes quand même. Grosjean a mis 3 dixièmes à Raikkonen en qualification. Et alors Raikkonen, ils étaient sur une stratégie décalée. Grosjean a fait une stratégie à 2 arrêts, je crois. Oui, c'était le seul à faire une stratégie à 2 arrêts. Quand Raikkonen a fait une stratégie classique, donc à 3 arrêts. Raikkonen était 8ème quand il a abandonné, donc en voulant dépasser Massa, il a eu pendant toute la course un problème de frein avant gauche. Son pneu fumait, son disque était rouge à chaque freinage. Bref, ça a lâché, et par mesure de précaution, il a quand même pu regagner les stands. Il a abandonné, était 8ème. C'est la première course qu'il abandonne depuis très longtemps, et c'est la première fois qu'il est hors des points depuis très longtemps, si Raikkonen. C'est un petit peu quelque chose qui se brise, et c'est certainement le pilote qui perd le plus au championnat. Quant à Grosjean, il partait 7ème, il n'a pas pu faire mieux que 8ème, c'est décevant, ça c'est sûr, mais il ramène des points, puis sa stratégie, il a essayé une stratégie différente, qui n'a pas forcément payé. Peut-être que s'il avait fait une stratégie à 3 arrêts comme Raikkonen, il aurait peut-être été en mesure de terminer 6ème ou 7ème, devant Massa ou Button par exemple. Donc quoi qu'il en soit, pour une fois, Grosjean remporte son duel face à Raikkonen, et sur l'ensemble de la saison, Raikkonen mène dimanche à 1, du coup. McLaren maintenant. Alors la McLaren, il y a eu une très bonne et une très mauvaise surprise. La très bonne surprise vient de Button, qualifié en Q3, en 6ème position surtout. Et Perez, Q2 13ème, mais on sait que la McLaren de Perez en course peut faire mieux. Et effectivement, Perez a animé lui aussi la course d'une certaine manière, on connaît son tempérament attaquant. Il a tassé un peu Grosjean, bref. En tout cas, Perez termine malheureusement la course en 11ème position. Le comble, c'est qu'il s'est fait dépasser en toute fin de course par Ricciardo. Donc il termine hors des points, c'est une déception bien sûr Perez quand on sait que Button lui animait toute la course mais dans le bon sens. Au début de la course, il était dans le même rythme que il était 4ème ou 5ème, il était dans le même rythme que les deux Red Bull et les deux Mercedes, ça c'est clair. Bien sûr, au fur et à mesure de la course, ses performances se sont un petit peu dégradées, mais c'est une très très belle surprise Button, et il termine 6ème de la course, donc il ramène des très gros points pour McLaren, pour l'équipe actuelle. Ça fait 1-0 pour Button face à Perez. Perez termine, alors j'ai oublié de le dire, Perez termine à 41 secondes de Button. Button a dominé les débats face à Perez. Et sur l'ensemble de la saison, Button mène 8 manches à 4 face à Perez. Ferrari maintenant. Alors Ferrari, donc les deux Ferrari sont en Q3 mais de justesse, 9ème et 10ème. Sur la dernière ligne en tout cas de la Q3. Massa a concédé 5 dixièmes à Alonso, ça c'est inadmissible également, je veux dire c'est le début de la fin pour Massa. Il est vraiment temps qu'il change d'équipe et je me fais aucune illusion
pour que l'an prochain, Ferrari remplace Massa. On pensait au début de la saison qu'il était dans le coup, il ne l'est pas. Et malheureusement, pour Ferrari, c'est devenu plus un boulet qu'autre chose, Felipe Massa. Ça me fait de la peine de le dire parce que Massa, je l'ai admiré en 2008, je l'ai énormément admiré en 2006, 2007, 2008 même. Et après, ça a été l'ombre de lui-même. En course, vous voyez, où un Alonso, par exemple, parti 9ème, termine 2ème sur le podium, en ayant fait une course magnifique, plein de dépassements, sur Hamilton, sur tout le monde. Et quand Massa termine péniblement une 7ème place à 37 secondes de son coéquipier, je veux dire, on est obligé de reconnaître la différence énorme entre les deux pilotes. Alonso donc remporte évidemment son duel face à Massa, et sur l'ensemble de la saison, ça fait 10 manches à 1 pour Alonso, donc vous voyez, ça veut tout dire. Chez Red Bull maintenant, alors chez Red Bull, le cas est similaire à Ferrari ou Lotus, c'est-à-dire Weber est clairement en dessous de Vettel. Peut-être aussi qu'avec l'annonce de sa retraite et ce qui s'est passé en Malaisie, ça lui donnait un vrai coup au moral, du coup il est un petit peu moins motivé. Mais on a quand même vu Weber, enfin, si on compare Weber à Massa par rapport à Vettel et Alonso, on s'aperçoit immédiatement que Weber, lui, est largement meilleur, alors c'est peut-être la voiture qui fait ça, mais largement meilleur que Massa pour moi à l'heure actuelle. On mettrait Weber, coéquipier d'Alonso chez Ferrari, je suis sûr qu'ils font des étincelles. D'ailleurs, Weber, sur les 2 dernières saisons, a gagné des courses. Quand Massa n'en a gagné aucune. Massa a été peut-être sur les 2 dernières saisons, il a été même 2 fois sur le podium. Quand Weber a été plusieurs fois, donc vous voyez, c'est quand même assez hallucinant. En tout cas, pour la grille de départ, donc 2ème pour Vettel, 3ème pour Weber, 1 dixième de différence entre les deux, vous voyez, c'est quand même très stable. Et par contre en course, Vettel a bénéficié tout de suite d'un départ canon, il est parti en tête. On l'a plus revu, il a géré sa course comme il pouvait creuser davantage l'écart, mais il a bien géré. Weber, lui, par contre, a loupé son départ, il est resté englué dans le trafic pour un petit moment, et il termine que 5ème à 33 secondes de son coéquipier. Et en plus de ça, par-dessus le marché, Vettel signe le meilleur tour en course. Vettel remporte logiquement son duel face à Weber 1-0, et sur l'ensemble de la saison, ça fait 10-1 pour Vettel. Donc voilà, alors maintenant nous allons passer donc au flop. Alors les 3 flops donc de ce Grand Prix de Belgique. Alors je vais commencer donc le 3ème flop, Sergio Pérez. Quand on voit les performances de Button sur ce circuit et celles de Pérez, c'est un petit peu jour et la nuit. 40 secondes d'écart à l'arrivée. Pour Pérez c'est pas assez. Et en plus il s'est fait piquer la 10ème place par Ricciardo par une Toro Rosso en fin de course. Bon. C'est vrai que Pérez continue son apprentissage de la Formule 1, peut-être que sur d'autres circuits ça ira mieux, mais là en Belgique ça n'a pas été le cas. Donc Pérez 3ème. 2ème, Massa, je suis obligé évidemment de... Enfin, j'hésitais même à le mettre en premier encore une fois, mais je suis obligé pour les mêmes raisons que Pérez. Quand on a un Alonso qui part 9ème, Massa qui part 10ème, c'est-à-dire une place derrière, qu'Alonso remonte tout le peloton pour terminer 2ème, et que Massa arrive péniblement 7ème, non franchement Massa là faut qu'il change... Enfin, soit il arrête, soit il change d'équipe, mais c'est pas possible. Après, c'est peut-être le fait que ce soit tout pour Alonso chez Ferrari qui fait que Massa ça le bloque. Peut-être qu'il trouvera le déclic chez une autre équipe, je l'espère. Mais là, c'est plus possible. Donc Massa, 2ème flop. Et le top flop, alors c'est plus pour le contexte. C'est pas par rapport au pilotage ni quoi que ce soit. C'est Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, c'est son premier abandon depuis maintenant une vingtaine de courses, je crois. Donc c'est pas vraiment un flop pour lui, c'est un flop pour ce qui s'est passé et pour les conséquences que ça va avoir. Pourquoi ? Déjà, Raikkonen s'est fait battre en qualification par Grosjean. Il a pris 3 dixièmes. C'est anecdotique, mais c'est le cas. La Lotus n'était pas dans le coup non plus. On attendait Raikkonen bien meilleure position en Belgique. C'est Monsieur Belgique, il a remporté 4 fois le Grand Prix. Je crois que c'est actuellement en cours le pilote qui a le plus de fois remporté la Belgique. Donc on l'attendait logiquement en tournant avec une Lotus qui était très bonne en Hongrie et en Allemagne. Ça n'a pas du tout été le cas. Grosjean, a fait une stratégie différente. Est-ce que s'il avait fait la même stratégie, il aurait terminé à la même place ou pas, ou derrière ou devant, je sais pas. Mais Grosjean m'a semblé plus solide que Raikkonen sur cette course finalement. Après, le problème donc de la roue avant gauche de Raikkonen achève de dire que ça a été un très mauvais week-end pour lui, de toute façon. Et il perd gros championnat aussi, puisqu'il perd 2 places au profit d'Alonso et d'Hamilton. Et surtout, Lotus ne ramène que les points de la 7ème place, il ne ramène pas les points de Raikkonen également. Et s'il avait ramené les points de Raikkonen, je pense qu'il n'aurait pas ramené...
Allez, il aurait peut-être ramené à 6ème place maximum, 6-7ème place. Donc finalement, sûrement que Raikkonen aurait terminé devant Grosjean, mais bon, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc maintenant on va passer au top. Donc pour les tops, en 3ème position, je mets Sébastien Vettel. On ne peut pas dire que ce soit la course la plus fantastique qu'il ait faite, mais simplement il a tellement écrasé la concurrence. Ça m'étonne d'ailleurs, même il a énormément écrasé hein, quand les écarts s'étaient plutôt resserrés sur les 2 derniers Grands Prix. Là, ça a été quelque chose de fou. Il est parti en tête, on l'a plus jamais revu. Ni Hamilton, ni Alonso, ni le reste de la meute n'ont été capables de le suivre. Et encore, à la fin, il a économisé ses pneus. Il a signé le meilleur tour en course, preuve que c'était vraiment lui le plus rapide en piste. Et en qualification, il loupe juste la pole à cause des circonstances météorologiques, très certainement. Donc Vettel 3ème. 2ème position, c'est Jenson Button. Jenson Button, évidemment, un McLaren. Une McLaren, tout du moins celle de Button, qui a largement progressé dans la hiérarchie. Button, pour moi, était derrière, en performance pure, pas très loin, mais derrière, aujourd'hui, les Red Bull et les Mercedes, et la Ferrari de Fernando Alonso. Il me semble que Massa était même plus lent que Button. Mais bon, Massa c'est Massa, on va pas revenir dessus. Donc Button mérite largement sa 2ème position dans le top. Il termine 6ème, c'est très gros point pour McLaren qui rentre et qui permettent surtout à McLaren, je crois, de passer devant Force India. Puisqu'il y avait 2 points, Sutil termine 9ème, Button termine 6ème. McLaren, ça y est passé devant Force India grâce à cette 6ème place de Button qui est magnifique. Et le top du top pour moi, sans aucune contestation possible, ça reste Fernando Alonso. Quoi qu'il pense, quoi que ce que tout le monde pense, qu'il aurait peut-être pu gagner la course et tout, moi je pense que cette 2ème place pour lui est synonyme de victoire. Je veux dire, après les derniers Grands Prix, où la Ferrari était loin d'être la meilleure voiture, même loin d'être la 2ème ou 3ème meilleure voiture, hein, parce qu'elle était derrière les Lotus et derrière les Mercedes en termes de performance pure, sans problème. Voir Alonso remonter comme ça de la 9ème place à la 2ème place tranquillement, prouve, alors il a pris un bon départ comme d'habitude, ça il n'y a aucun doute là-dessus non plus, et du coup Alonso il fallait quand même dépasser quelqu'un comme Hamilton, c'était pas évident. Mais là la preuve que sur un circuit atypique finalement comme le Grand Prix de Belgique, c'est un circuit d'homme, un circuit de pilote, Alonso est tout à fait capable de tirer son épingle du jeu, et je tire mon chapeau à lui, même si entre guillemets il faisait la gueule sur le podium parce que la performance de la voiture ne lui permettait pas d'aller chercher Vettel. Je pense que Ferrari, aujourd'hui, son objectif n'est pas de terminer ni champion du monde des pilotes, ni champion du monde des constructeurs, c'est de terminer éventuellement 2ème meilleur constructeur de l'année. Si Alonso fait des courses comme ça, c'est faisable pour le constructeur Yamasa. Par contre, Alonso est quand même 2ème champion du monde des pilotes, c'est-à-dire qu'Alonso c'est un très très bon pilote, malgré la voiture qui n'est pas forcément bien née. Donc, il n'y a rien d'autre de plus à faire finalement. Hein. Ça va être très très difficile, je vous avoue, pour Alonso de jouer le titre. Mais là, il a fait une course fantastique, on est obligé de la saluer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, si ça vous a plu, etc. À mettre un petit j'aime, hein, je vous le rappelle, ça fait toujours plaisir et ça me fait plaisir aussi particulièrement. Si vous voulez pas, vous en mettez pas, mais c'est comme je vous dis, c'est toujours génial. Je vous remercie donc tout le monde qui me suit. Et alors je vais revenir très rapidement sur les paris sportifs, hein, j'avais fait 6 paris sportifs, il y en a 3 sur 6 qui sont passés. La pole position d'Hamilton, qui était le premier, la cote était quand même à 2,50, hein, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite les 2 Ferrari dans le top 10, 1,55, c'est toujours bon à prendre. Et le podium de Vettel qui était 1,40 la value, j'en étais quasiment sûr et certain que ça allait marcher. Par contre, bon, j'avais parié plutôt sur un gain de forme des Lotus, donc une victoire de Raikkonen, une victoire de Lotus, donc ça n'a pas marché. La Lotus était bien en delà de ce que j'avais espéré, bon, ça arrive, tant pis. Et surtout un top 10 de Di Resta qui était quand même coté à 2. Je pensais surtout après la 5ème place, hein, je l'avais fait avant les qualifications, hein, mais je pensais surtout après la 5ème place que ça allait être plus que faisable. Et finalement, avec les circonstances de course, je pense qu'il aurait pu, Di Resta tout à fait. Il était derrière Sutil, il était plus rapide que Maldonado et Gutiérrez quand il y a eu ce contact avec Maldonado. Et du coup, il aurait pu atteindre le top 10, la 10ème place même, tout simplement. Et là, ça n'a pas été le cas. Bon, c'est dommage, tant pis. Voilà, donc 3 sur 6, moi, ça me fait... Je veux dire, ça me fait plaisir.
pour Di Resta, c'est une circonstance de course. Si Di Resta passait, on était gagnant. Donc voilà. Écoutez, donc je vous remercie. Je vous souhaite au prochain. Je vous dis donc au prochain Grand Prix. C'est Monza, c'est dans 2 semaines. Donc pareil, je vais faire une section Paris où je vais vous donner tous mes pronostics. Et ensuite, je ferai le débriefing de la course, soit le dimanche soir, soit le lundi. Allez, ciao!